Puis, je vais partager mon écran. C'est pas celui-là qu'il faut que je partage. Juste une seconde. Donc, je partage celui-là. Share. OK. Fait que, allons-y tranquillement. À partir du début. Donc, M. Ça va? Est-ce que vous voyez ce que j'écris? C'est bon? Ouais, on voit bien. Oui, on voit bien. M égale CH sur T. Ça, c'est donné. Puis, ce qu'on donne aussi, c'est que E est égal à MH. Moins MH, me semble. Moins MH, oui. Moins MH. Puis DW est égal à MDH. OK, fait que là, guidez-moi. Dis-moi ce qu'il faut faire. Donc, la partie A. Ouais, la partie A, c'est de trouver DQ. OK. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai dérivé E. Donc, tu dis que DQ, ça va être égal à... C'est DE plus DW. Oui, ça c'est correct. Puis on sait que DS, c'est MDH. Ben, on va mettre un moins en évidence. Là, on va continuer cette ligne-là avant de passer à l'entropie. Donc, DQ égale DE plus DW. Fait que DE, qu'est-ce qu'on écrit pour DE? MDH. Ben, moins MDH moins HDM. Oui, c'est ça. Puis à ça, plus MDH. Ah! C'est là mon erreur. Les DH, ouais. Ok, ouais. Et là, mon erreur, j'avais laissé un moins. C'est Sans faire ça. exprès. Exactement. Fait que là, tu vois, ça va aller là, parce que... Ouais, j'aurais plus de dépendance en DH. C'est ça. Ouais, c'est parce que je m'étais trompé parce que DE est égal à DQ moins DW, puis je me suis trompé dans les signes, là. Une petite erreur de signe. Des choses qui arrivent. Ouais, là, ça fait plus de sens. C'est bon des fois de juste recommencer du début sans regarder ce qu'on a fait avant. Puis de... Ouais. Là, on n'a pas de... Ouais, Faire 2 fois la même erreur, ça arrive, mais c'est moins probable que de... ouais, que de faire. Ouais. Surtout quand c'est des erreurs de signe. Tu sais, des erreurs de signe, c'est Ouais. facile d'en faire, mais des fois, de refaire 2 fois la même erreur, c'est plus rare. Fait que... Fait que, ouais, moi, c'est ça ma question, mais sinon, on peut faire des problèmes juste du chapitre 5, OK. comme on avait fait dans les 2 dernières semaines, là, parce que moi, je trouvais que c'était quand même aidant de faire des problèmes. Là. Je sais pas si ça convient aux autres. À Émile puis Yasmine. moi, j'aurais une question. Dans le fond, vous en avez parlé un peu, là, mais genre peut-être plus en détail. Là, j'ai lu la section sur les transformés de Legendre. Oui. Puis, ce serait juste de peut-être revoir le concept de manière vraiment générale, là, parce que vous avez parlé de la représentation géométrique dans vos notes, mais j'ai compris, mais genre c'est comme pas parfait, là. Ce serait, je sais pas s'il y a moyen de parler de ça, là, sans Oui. nécessairement faire un exemple. Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. OK. Donc, ça va pour tout le monde, ça? Yasmine, c'est bon? Ouais. OK. Donc, je vais juste prendre quelques minutes là-dessus, puis c'est ça. Ensuite, je vais répondre encore à vos questions. Donc, dans les notes, j'ai fait ça de façon assez générale avec des X, Y. Puis, ça vient mêlant parce qu'il faut faire la traduction après avec des énergies, puis des entropies, etc. Il faut qu'on est mieux de rester toujours sur le... avec les transformés de Legendre qu'on veut vraiment, vraiment faire. Donc,
Qu'est-ce qui t'intéresse en particulier? C'est l'interprétation géométrique ou comment est-ce qu'on fait ça? En fait, c'est vraiment de bien comprendre genre ce qui se passe, là. OK. Puis je me dis qu'avec l'interprétation géométrique, ça peut vraiment aider, là. Oui. Genre de comprendre pourquoi, là, quand qu'on écrit en fonction de la dérivée au lieu d'écrire en fonction de Y, mais on est capable de. OK, oui, c'est vrai, c'est une bonne remarque. OK. Un peu. Je vais aller me chercher une règle. OK. Donc, alors, mettons qu'on on passe de l'énergie à l'énergie libre, d'accord? Donc, l'énergie, on l'écrit des variables naturelles. On peut l'écrire en fonction de n'importe quoi, mais les variables naturelles, c'est S et V, parce que quand on écrit DE, mais ça donne T ds moins Yes. P dV. Et ce qui fait que T et P sont des fonctions de S et V. Hein? Il suffit de dériver l'énergie par rapport à S ou à V, puis on obtient une ou l'autre. C'est des variables naturelles. Mais on pourrait écrire E en fonction de T et V, mais là, à ce moment-là, quand on écrit DS, il faut écrire DS en fonction de DT puis DV. Ça marche? Donc, mais ça, c'est les variables naturelles. Alors, l'énergie en fonction de l'entropie, euh, ça a cette allure-là tout le temps parce que euh, l'entropie, il faut juste regarder le graphique de l'entropie par rapport à l'énergie, c'est concave. Hein? Donc, si je regarde l'entropie en fonction de l'énergie, il faut toujours que ça ait cette allure-là. Parce que la dérivée première est reliée à 1 sur T, puis la dérivée seconde, bon, c'est relié à dt dE, mais ce qui est important surtout, c'est que la dérivée seconde, c'est relié au fait que la probabilité est maximum à l'équilibre. D'accord? Donc, ça a toujours l'allure qui est là. Alors maintenant, on sait que d'après cette équation-là, ici, on voit que dE ds à V constant, c'est égal à T. Puis, donc, ce graphique-là, ici, il faut se souvenir qu'il est fait à V égale une constante. D'accord? Donc, maintenant, si je prends la pente à un certain endroit ici, mais ça va être égal, cette pente-là, ça va être égal à la température, selon l'équation qui est ici. D'accord? Donc, maintenant, si je prends la quantité E moins TS, bien, ce point-là ici, oups, ce point-là, c'est la valeur de l'entropie. D'accord? Pour cette valeur-là de l'énergie. Si je prends l'énergie, donc je vais prendre une autre couleur. Si je prends l'énergie, moins T fois S. T, c'est la pente. Hein? Fait que quand je prends une pente, puis que je multiplie par la base ici, qui est S, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne la hauteur ici. D'accord? C'est la définition d'une pente ou d'une tangente.
Fait que la hauteur ici, ça va être TS. Fait que vous voyez que E moins TS, c'est ce point-là ici, qui est égal à F. Donc, plutôt que d'exprimer l'énergie en fonction de l'entropie, je peux utiliser à la place l'énergie libre de Helmholtz F en fonction de la pente. D'accord, donc je peux écrire F de TV. Puis vous voyez que peu importe où je me place, parce que la courbe est concave, peu importe où je me place sur la courbe, il va y avoir juste une valeur de la température qui va correspondre à mon F. Donc, quand on a des fonctions concaves comme ça, il y a toujours, on peut travailler avec la dérivée de la fonction. Mais je pourrais écrire E en fonction de T et V aussi. Mais c'est juste que là, il faudrait que j'écrive ds égale ds dt plus ds dv. Hein, vous voyez? Alors que là, j'ai une fonction f qui dépend de dt puis de dv directement. C'est bon? Fait que je n'ai pas besoin de... Voyons, ça ne descend pas, cette affaire-là. Ah, c'est ici, OK. OK. OK, excusez, on recommence. Donc, plutôt qu'à devoir écrire dE égale T, ds dt à V constant dt plus ds dv à T constant dv moins P dv, ben j'ai directement une fonction df qui s'écrit comme moins S dt moins P dv. Ce qui est intéressant ici, c'est que si je veux savoir la pression à température constante, mais la pression à température constante, c'est moins dF dt à V constant. Alors que dans l'autre cas, la pression ici, c'est dE, moins dE dV à S constant. Donc, dépendant de ce que je garde constant, quand je dérive par rapport au volume, il faut que j'utilise un potentiel thermodynamique plutôt que l'autre. C'est bon? Puis dans ce qui on va commencer déjà demain, là, probablement. Dans la suite du cours, là, on va travailler presque uniquement avec F, avec l'énergie libre de Gibbs, puis avec une autre fonction. Puis vous allez voir pourquoi les calculs sont beaucoup plus faciles comme ça. Puis en plus, ça correspond pas mal plus à la réalité.
quand on fait des expériences, c'est rare qu'on travaille, ça arrive qu'on travaille à entropie constante, qu'on isole les systèmes, etc. Mais en général, on fixe leur température. Donc, on les met dans le laboratoire, ils vont être dans l'hélium liquide ou ils vont être dans un four à une certaine température. C'est ça qu'on contrôle. Ça marche? Une autre façon, est-ce que j'ai une autre façon de le dire? Oui, ben je commence à me rester pas mal moins de façons d'en parler, mais peut-être une façon d'en parler, c'est que si je travaille avec un système qui est en contact avec un réservoir de chaleur, quand je fais des choses au système, mettons, je le comprime ou justement, je change son volume ou peu importe, il faut que je ne regarde pas juste comment le système lui-même tout seul réagit, mais il faut voir comment son environnement réagit. D'accord? Puis ça, c'est représenté encore par un potentiel. L'énergie, on peut penser à l'énergie potentielle, etc. Ça, c'est comme un système tout seul en mécanique. Fait que là, je peux avoir une énergie, ça, c'est un système tout seul. C'est l'entropie est constante. Bon, je peux varier l'entropie, mais je veux dire, normalement, l'énergie est fonction de l'entropie puis du volume. Puis si je change d'entropie, ça change l'énergie. Si je change son volume, ça change l'énergie, mais je regarde juste le système tout seul, il n'y a rien autour du système. D'accord? Donc, pour savoir la pression, ben, juste regarder comment l'énergie change avec le volume. Mais quand je suis en train de travailler avec la température, puis si la température est constante, bien là, quand je change de volume, il n'y a pas juste le système qui réagit, il y a tout son environnement, il y a le réservoir aussi. Puis comme c'est un réservoir, bien, c'est facile de tenir compte de ce qui lui arrive. Dans le fond, c'est le moins TS. C'est-à-dire que à T constant, si je regarde de DF, c'est égal à DE plus... T est constante par hypothèse, donc plus TDS. Puis ça, c'est égal à quoi, ça? C'est égal à moins PDV. Fait que vous voyez, à température constante, quand le volume change, il y a la pression qui réagit, mais ce changement-là, à température constante, ça change l'énergie de mon système ici, mais ça change aussi. Il y a de la chaleur qui est absorbée par le réservoir. D'accord? Ouais. Donc, Moi, oui, vas-y. ouais, moi, c'est encore le P est égal à moins df sur dt à V constant. Je le vois pas encore comment vous êtes arrivé à ça. Ah, c'est juste cette équation-là ici. Juste une seconde. Tu vois, si je garde S constant, P, c'est moins DE, DV. Ouais. Mais pour le deuxième, pour P était à moins df sur dt à volume constant. C'est le deuxième que j'arrive pas à comprendre. Ah, tu as raison, c'est une erreur, ça. Ouais, c'est dv sur dt. C'est DF, DV à T constant. Et mon Ouais. Dieu, quelle horreur. OK. Ok, ouais, ça a plus de sens maintenant. J'aurais dû m'arrêter avant, là. Ah ben j'essaie de comprendre, mais là. Pas de faux! Non, excusez. Parfait. Merci beaucoup. Non, non, merci, merci. Oui, oui, c'était faux, cette équation-là. Donc, je vous parlais de changer le volume, puis j'avais écrit température, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça, OK? On change le volume à température constante. Fait que changer le volume à température constante, ça fait du travail. Mais ce travail-là, il ne s'en va pas juste en énergie interne du système. Il s'en va aussi à chaleur dans le réservoir.
D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut que je travaille avec F plutôt qu'avec E tout seul. Puis c'est la même chose pour tous les autres. L'enthalpie, c'est parce que là, je travaille, j'ai de la pression qui est autour. C'est la pression que je contrôle. Puis, et l'entropie. Puis dans le cas de l'énergie libre de Gibbs, ben, je contrôle la température et la pression. C'est bon? Vous avez d'autres questions? Yasmine, Jean-Baptiste, Tristan. Donc, si vous voulez qu'on fasse un problème, ben demandez-moi là, n'importe lequel. Je vais faire ce que je peux. Ça serait bien de faire un problème, je sais juste pas lequel. S'il y a quelqu'un qui a On une pourrait faire celui suggestion. sur les équations de Van der Waals. OK, Genre c'est intéressant ça. 5.8. Oui, oui, 5.8. c'est intéressant ça. Ça va? On essaye ça? Ouais. Ben, oui, OK. ça a l'air intéressant en effet. OK. Donc, ça, c'est le problème 5.8, hein? Oui. Bon, fait que là, il faut que vous me surveillez parce que hein, c'est peu que je fasse des erreurs. Donc, oui, donc je vais vous expliquer un peu d'où les trucs viennent. Là. Donc, le V-B, c'est le volume exclu dont on parlait. Hein? C'est-à-dire que le petit v, c'est le volume par particule. Vous voyez, s'il n'y avait pas si A et B étaient égal à 0, on aurait les gaz parfaits. Vous êtes d'accord? Fait que là, donc, on aurait P, V, le petit v, c'est comme le volume par mol. Donc, parce que dans le gaz, les molécules, ils se repoussent. Mais éventuellement, c'est un cœur dur. Là, ils ne peuvent pas être une par-dessus l'autre. Ben, il y a un volume exclu, c'est le B qui est là-dedans. Puis, s'ils s'éloignent, ben, on a vu que l'interaction hein, entre les particules, ça dépendait du carré de la densité. Fait que là, c'est pour ça qu'il y a le A sur V carré. Donc, la pression est. Mettez B égale à 0. La pression est plus petite que ce qu'on penserait si si A était égal à 0. Puis vous voyez que quand le système est très dilué, c'est-à-dire que quand le volume par particule est énorme, bien, il faut retrouver l'équation des gaz parfaits encore. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce A carré. Donc, la question A, justement, c'est expliquer qualitativement des concepts probabilistes pourquoi le terme qui tient compte de l'attraction est proportionnel à 1 sur V carré. Bien, parce que pour qu'il y ait une interaction, il faut qu'il y ait deux particules, puis ça dépend du carré de la probabilité. Ça marche? Ensuite, B, supposons que le gaz subisse une expansion isotherme. Hein? Donc, B. Expansion isotherme. Qu'est-ce que ça veut dire, isotherme? En température constante. C'est ça, T égale une constante. OK. Faisant passer de V1 à V2. Calculer le processus. Calculer le changement d'énergie libre de Helmholtz, de même que le changement d'énergie interne dans ce processus. OK. Donc, je vais réécrire l'équation de Van der Waals ici. Donc, P plus A
sur V carré fois V moins B est égal à RT. Donc, on veut la différence d'énergie libre, puis c'est isotherme. Donc, ça revient aux équations qu'on a dit avant. Hein. Si c'est isotherme, ça veut dire que je peux utiliser le fait que P est égal à moins dF dV à T constant. Hein, vous êtes d'accord? Puis ça, si je calcule l'énergie libre par mol, ben je vais mettre petit f comme ça, je peux calculer le volume par mol aussi. OK? Donc, F égale F sur nu, donc par mol. Donc, il me suffit, vous voyez, d'intégrer cette équation-là. Donc, je vais avoir F2 moins F1 va être égal à moins l'intégrale de V1 à V2 de T de V dV. Quand P dépend de T aussi, mais comme T est constant, je ne l'écris pas explicitement, mais je peux l'écrire. P de VT dV. C'est bon? Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est d'isoler P dans l'équation de Van der Waals. Donc, j'ai que P plus A sur V carré est égal à RT sur V moins B, ce qui fait que P est juste égal à RT sur V moins B moins A sur V carré. Donc, est-ce que vous voyez que là, maintenant, c'est plus rien qu'on n'a plus rien qu'une intégrale à faire? C'est bon? Oui. Donc, toute la physique, on l'a faite juste ici, finalement. Hein? Utiliser ça. Donc, si je fais moins l'intégrale de V1 à V2 de P de VT dV, ça va être égal à moins l'intégrale de V1 à V2 de RT sur V moins B moins A sur V carré dV. Donc, ça, c'est égal à moins RT fois le log naturel de V moins B entre V1 et V2 plus A sur V entre V1 et V2. Vous êtes d'accord? La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, puis la dérivée du log, c'est 1 sur... Donc, ça donne tout simplement moins RT log de V2 moins B sur V1 moins B. Là, j'ai utilisé le fait que la différence d'un log, c'est le log du quotient. Puis ensuite, j'ai plus A sur V2 moins A sur V1. Puis ensuite, on demande, là, ça, c'est l'énergie libre de Helmholtz. Puis ensuite, il demande le changement d'énergie interne dans ce processus. Donc, le changement d'énergie interne, comment est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'il nous donne pas la chaleur spécifique?
Avec les relations de Maxwell. Donc, on va essayer ça. Donc, j'ai que dE égale à T ds moins PdV. Ça veut dire que là, ce qu'on a calculé, c'est D de E moins plus moins TS. Donc, ça veut dire que j'ai fait une erreur en haut? Non, non, oui, c'est ça, moins TS, c'est correct. Oups. Donc, j'ai DE moins TS égale à moins P dV. Puis ça m'a donné finalement DF. Ça veut dire que DE est égal à... Donc, c'est toujours isotherme. Donc, c'est moins T ds dt plus ds dv. Ça, c'est à V constant. ds dv à T constant. dv. DE est égal à TDS. OK, là, je suis parti. Là, excusez, j'ai fait un détour. Je suis parti de là, ici. Moins PdV. Bon, puis là, ce qu'on demande, c'est la différence d'énergie interne dans ce processus isotherme. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait pas besoin de la chaleur spécifique. Ça, c'est 0. Puis, vous avez eu une excellente idée. Là, on va pouvoir utiliser une relation de Maxwell. Hein? Parce que ça va être égal à T dP dt à V constant dV moins PdV. Donc, ça, c'est égal à T. dP dt à V constant, on l'a ici en haut. Hein? C'est ça ici la pression. Ça veut dire que si je dérive à T constant, à V constant, pardon, ça me donne R sur V moins B. Fait que ça veut dire que si je regarde maintenant, je vais définir E comme étant égal à l'énergie par mol. Avec l'équation d'en haut, je peux l'écrire sous la forme DE est égal à T R sur V moins B fois D petit v moins P fois petit dv. Fait que ça veut dire que E2 moins E1 dans ce processus isotherme, c'est égal à RT sur V moins B intégrale de V1 à V2 dV. Et puis, ça, c'est plus F2 moins F1. Hein? Ça, c'est un petit v maintenant. Parce que quand on a fait l'intégrale de P dV, ça a donné la différence
d'énergie libre. Fait que ça, c'est égal à RT log de V2 moins B sur V1 moins B plus F2 moins F1. Et puis, on avait le... Voyons, où est-ce que mon énergie libre est ici? OK. Donc, F2 moins F1, c'est égal à ça. On va lui faire un beau carré rouge. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Vous voyez, le terme en RT log de V2 moins B sur V1 moins B va disparaître. Tout le monde voit ça? Parce qu'on a un moins là, puis on a un plus ici. À moins que j'ai fait une erreur, ce qui est possible. Donc, ici, on aurait que c'est égal à moins A sur V2 plus A sur V1. Qui est avec le signe moins qui est ici, là, qui est ce terme-là ici. C'est bon? OK. Bon, ensuite, C. Montrer que mu... Avez-vous un autre cours? Oui? Oui, on a un cours à 2h30. 2h30, OK. Ben, il nous reste juste 4 minutes. Je vais vous dire comment faire la partie C, mais je ne la ferai pas parce que c'est des calculs, là. C'est un peu long, là. Donc, la partie C, c'est montrer que le coefficient de Joule-Thomson est donné par machin qui est là, OK? Donc, ce qu'on a vu en classe, c'est que dt sur dp à h constant est égal à 1 sur cp. Fait que vous voyez déjà d'où vient le 1 sur cp qui est là. Et puis, multiplié par t dv dt à p constant moins v. Là, j'ai oublié le signe. Je ne me souviens plus si c'est dans cet ordre-là ou dans l'autre. Hein? Donc, je vais écrire plus ou moins ici. Donc, l'idée, c'est de calculer le volume, puis le volume par... de dériver ensuite ce volume-là en fonction de la pression. Donc la façon la plus simple, c'est de partir de... dt à H constant, dt à P constant, OK? Donc, dV dt à P constant. Fait qu'on peut partir de l'équation... On peut partir de l'équation pour P qu'on avait en haut, hein? Cette équation-là, puis écrire dP. Hein? Puis on va mettre dP est égal à 0. Puis là, vous allez avoir une relation entre dt et dv à P constant. Ça marche? Fait que ça va vous donner... voilà, ça va vous donner la partie dv dt à P constant. Puis le volume, lui, le volume, on peut le trouver en fonction de P, là. Donc, il faut résoudre cette
P moins 1 sur V carré, il faut résoudre cette équation-là ici. Donc, exprimer V en fonction de P et T. OK. Donc, il y a pas mal d'algèbre, là, mais c'est ça l'idée. Donc, la partie, vu que vous n'avez pas beaucoup de temps, je voudrais quand même faire la partie D, d'accord? Donc, la partie D est très intéressante. Donc, si on regarde pression en fonction de volume, ça, j'aimerais ça vous en parler plus longtemps. C'est à cette allure, à haute température, c'est à cette allure-là. OK, T grand. Comme je ça retourne quasiment à la loi des gaz parfaits, d'accord? Puis là, à T petit, ça fait ça comme ça. T petit. Puis, il va y avoir une transition ici que je vais dessiner en rouge. Bon, c'est pas très bien dessiné, là. Donc, il va y avoir dV dP à T constant égale l'infini le long à ce point-là ici. Fait que ça, c'est la compressibilité qui devient infinie. Puis ce qui est intéressant ici, c'est que cette partie-là, c'est un liquide. Ça, c'est un gaz. C'est ça qui a impressionné Maxwell. C'est que c'était une description de la transition liquide-gaz. Puis pourquoi j'ai dessiné cette ligne-là ici? Parce que vous voyez que l'intégrale de PDV est égale à 0 sur cette partie-là. Hein, parce que j'ai la partie en bas qui cancelle la partie d'en haut. Donc ça veut dire que l'énergie libre ici à gauche est la même que l'énergie libre à droite. Fait que ça, c'est des systèmes qui sont à l'équilibre thermodynamique. Donc, vous voyez, j'ai deux valeurs du volume pour la même pression qui me donne la même énergie libre. Puis ça, c'est ce qu'on voit quand on a une transition liquide-gaz, d'accord? Parce que vous avez votre liquide, puis vous êtes en train, mettons, de le faire bouillir. Puis donc, il y a de la vapeur d'eau en haut, puis il y a du liquide en bas. Puis les deux sont à l'équilibre, ils sont à la même température. La température de l'eau, quand ça bout, c'est 100, puis la température de la vapeur, quand elle sort, elle est aussi à 100 degrés. Fait que ça, c'est une isotherme que j'ai tracée, hein, la courbe en blanc. Donc, la température était la même. Pour la même température, la même pression, j'ai deux volumes, liquide et gaz. Fait que ça, c'est une description des transitions de premier ordre qu'on appelle. Donc, vous allez discuter ça beaucoup plus lors du prochain cours de physique statistique. Et puis, le point rouge, on a dit que la compressibilité, il fallait que ça soit fini, puis là, on a une compressibilité infinie. Ça, c'est relié au problème des transitions de phase. Donc, le point rouge, il est au point PC, TC.
Donc, PC, TC, c'est un point critique. Donc, si on regarde le diagramme de phase de l'eau, donc pression, température, vous avez une phase gazeuse, une phase liquide, une phase solide. Puis ce point-là ici, c'est TC, PC. Donc, quand on est dans cette région-là, ici, la région en vert ici, il n'y a pas moyen de faire la différence entre le liquide et le gaz. Puis, vous voyez, on peut aller de façon continue du liquide au gaz en faisant ça comme ça. Du liquide au gaz, en allant comme ça ici. Ou si on veut y aller directement, on peut le faire, mais là, il y a une transition de premier ordre qu'on vient de décrire ici. Donc, j'ai fixé pression et température, mais à ce point-là, ici, j'ai deux densités possibles. La densité du liquide puis la densité du gaz. C'est bon, il vous reste juste 5 minutes. Je vais vous laisser aller, à moins que vous ayez des questions. C'est bon? OK. Bon, bien. À demain. Bonne fin de journée, merci beaucoup. Vous aussi. À demain. Bye bye. À demain.